Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de juillet. Il fait chaud ici, j'imagine que c'est pareil chez vous, très très chaud. Et vous allez peut-être entendre les cigales par ma fenêtre. Ça fera une petite mélodie d'ambiance pour cette intro. En tout cas, j'espère que vous pourrez écouter ce nouvel épisode les pieds dans l'eau, les pieds dans la piscine, ou la bassine d'ailleurs, je ne juge pas, je passe par là, bref, au frais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Lebas, écrivaine de romances historiques et contemporaines. Mélanie est un peu une super-héroïne de l'écriture, donc imaginez si les 4 Fantastiques étaient également romanciers. Le jour, elle est ingénieure dans le spatial, et la nuit, elle écrit des romances qui traversent le temps. Dans cet épisode, on parle de plein de choses, comme d'habitude, de Tokyo Hotel, les fameux, de comités de lecture, d'engagement environnemental, mais également de voyage en Polynésie, et si on peut, oui ou non, tout écrire et tout excuser en roman. On se retrouve tout de suite après l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Bonjour Maëva, ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, hein, ça me fait vraiment très très plaisir d'être accueillie dans Toss a Coin to Your Writer. L'accent parfait, j'adore. J'ai travaillé. Tu l'as bossé avant de venir, c'est ça? Tout spécialement. Écoute, Exactement. est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Donc moi c'est Mélanie Lebas, j'ai 30 ans, je vis à Toulouse. Dans la vie, je suis ingénieure dans le spatial et aussi autrice. Donc je partage vraiment ces deux casquettes. Et voilà. Super, ok. Et donc j'imagine aussi que tu es une lectrice, en plus qu'une autrice. Ah Et oui, tout à fait, oui, c'est vrai. c'est souvent le cas. Oui, 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 c'est Et vrai que ça va de pair quand même. Et je voulais connaître voilà, ta relation avec la lecture. Est-ce que tu as toujours été une grande lectrice depuis petite ou est-ce que c'est plus récent? Alors c'est assez amusant parce que quand j'étais petite, on va dire, début collège, les gros livres, ça me faisait vraiment très peur. C'est-à-dire qu'au contraire, j'étais pas trop une lectrice et j'avais peur d'attaquer des gros bouquins. Et puis au fur et à mesure, c'est venu un peu, il y a eu des sagas comme Harry Potter où j'ai, attaqué les pavés, où je me suis fait embarquer, donc ça j'ai commencé à lire un peu comme ça. Après j'ai eu une phase où enfin c'est vraiment moi, c'était par vagues. Des fois, j'avais des moments où je lisais beaucoup et puis des fois, très peu. Et puis depuis que j'écris, je lis quand même plus et même presque de plus en plus. Donc voilà, maintenant je lis quand même un certain nombre de romans, quelques dizaines de romans par an, quoi, à peu près. Ok. Et donc tout à l'heure tu parlais d'Harry Potter. Est-ce que du coup tu es plutôt une lectrice de, on va dire, de fantasy, fantastique, ou au contraire, comme tu écris dans la romance, un peu plus contemporain? Pour le coup, c'est assez équilibré. Je lis pas mal de genres différents. Je suis pas une lectrice de fantasy vraiment, full fantasy, je lis pas du tout, que ça. J'aime bien, mais finalement, c'est assez varié. Les genres que je lis moins, c'est polar et thriller. J'en lis pas Ouais. beaucoup. Je comprends, je t'avoue que c'est pas ce qui m'inspire non plus. Pourtant, il y a des grands noms, hein, mais j'arrive pas. Peut-être ça me fait trop Ouais, c'est peur. moins. Je sais pas. Ouais, il y a un peu ça aussi. C'est un peu glauque, des fois, tu as envie de lire les trucs, avec de la joie, des Oui, on émotions est d'accord, positives, tu où il y vois, a du avant de... soleil. Exactement, avant de te mettre au lit le soir, tu dis pas, tiens, si j'allais lire un truc de, je sais pas, tueur en série avec des poupées, Oui, enfin, c'est ça. voilà, c'est pas trop mon truc, malheureusement. Je voulais te demander si tu te souvenais peut-être du premier roman que tu as lu, ça dépend peut-être à quel âge, mais en tout cas, un roman qui t'a marqué et qui t'a donné envie d'écrire, de passer un peu le cap. Le premier roman qui m'a marquée plutôt en tant que lectrice, enfin, c'est pas vraiment celui-là qui m'a guidée vers l'écriture, mais c'est celui qui m'a guidée vers la lecture, c'est Cœur d'encre, qui est une saga jeunesse, en fantasy, et c'est le premier pavé justement que j'ai lu, et c'est marrant parce que je l'avais attaqué une première fois et j'avais pas réussi à aller au bout et après j'avais relu et là j'avais réussi à le lire en entier, donc j'étais très contente. C'est mon premier gros bouquin.
OK. Et après, je sais pas s'il y a vraiment un roman qui m'a guidée vers l'écriture. Hem, il y en a pas qui me vient en tête. Plutôt vers la lecture et après l'écriture, c'est venu un peu plus tard. OK, d'accord, donc ça s'est fait graduellement. OK. Donc tu as écrit, 3 romans, et Mmh. donc tous, sous le même nom et je voulais savoir si c'était un nom de plume, ou non et si oui, comment tu l'avais choisi et sinon, pourquoi avoir décidé d'utiliser ton nom civil? En fait, j'ai signé mon 1er contrat d'édition assez rapidement et je m'étais pas vraiment interrogée sur est-ce que je prends Absolu ou pas et donc c'est mon vrai nom. OK. Donc je publie sous mon vrai nom. C'est vrai qu'avec du recul, peut-être que j'aurais bien aimé prendre un nom de plume. Ça aurait pu avoir du sens. Mais bon, maintenant que j'ai commencé à écrire sous ce nom-là, c'est pas hyper, malin de changer de nom en cours de route, à part si vraiment je change de genre, totalement, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, je publie sous mon nom, tout simplement. OK, ouais, ça sera un peu plus compliqué et est-ce que c'est quelque chose, parce que, bah, surtout par rapport à ton métier qui est quand même, totalement différent de ton genre d'écriture, est-ce que c'est quelque chose on t'a posé la question? Parce que, bah, du coup, sur Google, quand on tape ton nom, on doit peut-être Mmh. trouver ton LinkedIn et tes romances. Oui. Est-ce que c'est une discussion que tu as eue au boulot ou avec des collègues? Pas trop, c'est vrai qu'on m'a pas posé la question. Hem, Après c'est vrai que je j'écris pas des genres littéraires, un peu particuliers où tu aurais envie de te cacher ou je sais Bien pas. sûr. Et j'assume, totalement tout ce qu'il y a dans mes romans, même, mes idées les plus progressistes qui sont pas forcément, très liées au travail, quoi. Mais, non, c'est vrai que c'est pas trop une discussion qui a eu lieu. OK, d'accord. Bon, en tout cas, ça te pose pas de problème au quotidien, c'est juste, tant mieux! Non, tant mieux! Parce que c'est Voilà, enfin, non pour l'instant, écoute, j'ai pas à me plaindre, je te pose la question parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'a priori, surtout au niveau de la romance. Après, tu es pas dans Mmh. l'érotique, c'est sûr, hein, ça serait peut-être un peu plus compliqué, dans Oui, cette, par exemple. tranche-là. Mais, bon, je sais qu'il y a des personnes en fonction, qui veulent pas forcément que ça soit lié, donc, voilà. Mais en tout cas, si tout le monde est cool Oui. autour de toi, tant mieux, hein. Vaut mieux ça Mais c'est plutôt que assez amusant l'inverse. parce qu'il y a quelques scènes spicy dans mes romans. Alors c'est pas il y en a Mmh. pas 25, mais il y en a quelques-unes et bah, il y a des collègues, qui sont des amis ou des collègues proches qui m'achètent, mes romans et donc du coup, des fois, je me dis: «Ah quand même». Mais bon, même si j'avais un nom de plume, ce serait pareil, ce Oui, serait quand parce même moi que l'autrice. oui, tant que c'était proche, ouais, c'est toujours le passage un petit peu, «Tu sûr tu veux lire celui-là?» Ça m'est «Tu peux arrivé il sauter y a cette pas page». longtemps. Non, mais vraiment, j'ai une tante qui m'a acheté un de mes bouquins parce qu'elle voulait à tout prix. Elle est pas très fantasy, donc elle a pris directement un de mes romans, contemporains. Puis quelques jours plus tard, tu vois, tu sais quand tu es tranquille à la maison et tu as un petit truc qui te vient en tête et tu fais: «Attends». J'ai exactement eu ça en mode: «Attends, mais à tel chapitre, il y a cette scène et ça» non, Est-ce que non, ça va aller à la lecture? Ouais. on en a Des jamais fois, tu aimerais bien voir la rediscuté. tête des gens quand ils lisent ton bouquin, tu sais? Ouais, du coup, je crois qu'on est toutes les 2 dans le déni, tu vois? On n'en a jamais reparlé. Ça n'existe pas. C'est pas plus mal. Je pense que c'est mieux, ouais. OK. Alors un truc que j'ai trouvé cool, sur ton site internet, c'est que tu dis que tu as commencé par la fanfiction, notamment au Oui. lycée et je voulais savoir, bah, quel univers te faisait vibrer? Parce que moi aussi pareil, hein, j'ai commencé par la fanfiction, je pense qu'on est beaucoup. Alors je vais te faire un gros aveu, Maëva. Je sais qu'il y a des gens qui vont entendre ça. Et bah, c'est Tokyo Hotel, l'univers qui m'a inspiré les fanfictions. Voilà, Trop cool. donc la musique. OK, trop, trop cool. Et j'ai Mais commencé avec, ma meilleure amie et ouais. on écrivait à 4 mains, une sorte de nouvelle, avec des personnages de Tokyo Hotel et puis, après voilà, j'ai commencé à avoir des personnages originaux aussi et je me suis éloignée de ce monde. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Mais tu vois, c'est trop drôle parce que j'ai reçu, Olivia Gomez il y a pas longtemps Mmh. et elle disait qu'elle avait commencé, on va dire, la bêta lecture avec des fanfictions Tokyo Hotel. Mais Ah! c'était pas elle qui écrivait, c'était 2 de ses meilleures amies qui écrivaient ensemble. Du coup, je trouve ça trop drôle. Donc ça aurait pu être toi, en fait. Ouais, ça aurait pu, clairement. Ça fait un lien entre les épisodes incroyable. C'est trop ça. Donc OK, super cool, très, très bien. Bon, tu sais, moi, à mon grand âge, j'ai aussi écrit moi, c'était pas Tokyo Hotel. Ma cousine était très fan de Tokyo Hotel, mais j'ai fait un peu sur One Direction. Voilà, Ah! je Oh, suis obligée de ça me ça se livrer. ressemble, c'est la Voilà, même ambiance. je pense qu'on est tous Merci de passés ton par là. aveu, Maëva. Voilà, je suis fou, je peux passer à autre chose maintenant, je me sens mieux, Tu es plus légère. libérée.
OK, d'accord. Et bah, écoute, tu as commencé ton parcours éditorial avec quelque chose qui n'a rien à voir avec les Tokyo Hotel, Ah non, ça mais ça c'est avec, les Nouvelles Plumes. Donc mmh. je voulais voilà, si tu pouvais nous expliquer le concept? Donc Nouvelle Plume, c'est une, maison d'édition qui a été, créée en partenariat avec France Loisirs, qui a un système de librairie club où les gens sont abonnés. L'idée, c'était de faire découvrir des nouveaux auteurs et leur concept, c'est que, ils avaient un site internet où les jeunes auteurs postaient, leurs manuscrits et en fait, n'importe qui pouvait, les lire, être, en gros, enfin évaluer les manuscrits, du site et les gens notaient, remplissaient des fiches de lecture et notaient les manuscrits sur 10. Et ensuite la maison d'édition, elle, récupérait ces infos-là et parmi les manuscrits qui avaient été plébiscités par les lecteurs, elle faisait sa propre sélection et proposait des contrats d'édition. Et moi, à l'époque, je m'étais dit: «Ah bah trop bien, je vais poster, mon manuscrit sur le site». Enfin franchement, je pensais pas du tout, être publiée, je m'étais dit: «Comme ça, je vais avoir des retours de lecteurs qui ne sont pas mes amis ou des gens qui sont plus loin et qui ont l'habitude d'évaluer les manuscrits et ça me permettra d'améliorer et de faire mon dossier éditorial proprement et cetera». Et en fait, il s'avère qu'ils m'ont proposé un contrat donc c'était génial, quoi. Trop cool. Donc en fait, le concept, c'est un comité de lecture qui d'abord lisait les Exactement. manuscrits avant que ça passe par la maison d'édition. Donc c'était par deux étapes différentes. Ouais, Ok, exactement, d'accord. c'était ça. Ok. Et au niveau des retours, tu sais si c'était beaucoup de personnes qui avaient lu ou c'était peut-être un petit cercle? Parce que tout dépend le nombre de manuscrits. J'ose imaginer que c'était un peu Mmh. compliqué aussi d'avoir beaucoup de lecteurs. Ouais, sur les manuscrits, alors par exemple des auteurs qui revenaient avec un deuxième roman, ou qui continuaient une saga, les manuscrits les plus lus, je crois que ça pouvait aller jusqu'à 30-35, Ah oui, lecteurs. Donc quand ça, même, c'est ouais. quand même assez conséquent par rapport à un comité de lecture de maison d'édition, Ouais. classique, on va dire. Et après, bah, tu avais des manuscrits, tu avais, ouais, moi je sais plus, c'était peut-être 5 ou 6 lecteurs Mhm. qui avaient évalué les manuscrits. D'accord, ouais, mais ça reste quand même un grand groupe, hein. C'est vrai que les comités, c'est normalement un peu Mais en plus fait, ils restreint. avaient, des centaines de personnes qui étaient inscrites, comme, lecteurs Nouvelle Plume et après c'était complètement libre. C'est-à-dire que si les gens, ils voulaient en lire, 20 dans le mois, ils pouvaient en lire 20 dans Hmm. le mois et s'ils voulaient en lire un par an, enfin voilà, il y avait pas d'engagement quoi des lecteurs. C'était Oui, vraiment bénévolat, quoi. ok, en fonction de leur affinité aussi, en fait. Exactement, oui. Après c'était classé Ok, par genre, il y avait vraiment tout, c'est Nouvelle Plume, publié vraiment dans plein de genres différents. Donc ça permettait aussi de trouver son bonheur, ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours ou plus maintenant? Alors en ce moment, Nouvelle Plume est en liquidation. Ah Donc, d'accord, ok. parce que France Loisirs a été racheté, ça a été compliqué, il y a eu une Oui. période un peu compliquée. Donc là, pour l'instant, la maison d'édition est en liquidation. Il y a des gens enfin des sociétés qui se sont positionnées comme repreneurs. Et donc, on va voir si ça va continuer. Moi, en attendant, Ok. j'ai récupéré mes droits sur mes deux romans. Ok, d'accord. Donc en fait, là, on peut plus acheter du tout via France Loisirs. T'as Exactement. récupéré tous les. Faut que Ok, je d'accord. vérifie que le diffuseur a bien fait son boulot et arrêté de. Oui, ça Il c'est y a aussi, toujours une c'est il latence, faut. quoi, mais Ouais, 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 ouais. exactement. Bah, je t'avoue que j'ai pas. Enfin, je suis allée sur France Loisirs et il y avait tes livres, mais j'ai pas cliqué sur les liens pour voir si c'était Mhm. possible de mettre dans le panier ou pas. Mais t'es toujours référencé. Bon, en même temps, c'est normal. Donc, ok, d'accord. Ok. Et donc, bah, ton premier roman qui est sorti chez eux, bah, c'est une romance historique. Tes deux Mhm. romans d'ailleurs, c'est des romans historiques. L'un qui se passe dans les années 30 et l'autre dans les années 40. Et Mhm. bah, voilà, je voulais savoir, est-ce que l'histoire, c'est quelque chose de très important pour toi? Parce que du coup, par rapport à ton métier, à la vie, c'est aussi le grand écart, on va dire. Est-ce que t'es Oui, c'est passionné? vrai. Oui, c'est vraiment, l'histoire me passionne beaucoup. J'ai toujours aimé ça, c'est marrant parce que quand j'étais au collège ou au lycée, finalement, je faisais des recherches complètement hors du programme scolaire, et je me suis beaucoup passionnée, notamment sur, la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez naturellement que j'ai eu une idée, d'un roman qui se déroulerait pendant cette période, donc ça a été mon 1er roman. Et puis, pour mon deuxième roman, j'avais envie d'explorer une autre période, ne pas forcément revenir sur la 2 Guerre mondiale, ressortir un peu de ma zone de confort. Et en fait, j'ai trouvé que la période des années 30 qui précédait la Seconde Guerre mondiale était passionnante. Il y a énormément de choses qui se sont passées en France, des réformes sociales, la lutte des classes, le gouvernement de Léon Blum et je trouvais que tout ce contexte et à côté d'autres États européens qui basculaient dans le fascisme, en France, on a eu des grandes révolutions, une grande révolution sociale. Et je trouvais que c'était vachement intéressant d'explorer cette période-là. Donc du coup, je suis partie là-dessus et j'ai refait des recherches.
Ok, et du coup, au niveau des recherches, c'est toi et ton ordinateur ou alors plutôt bibliothèque? Comment... Parce que c'est tellement vaste aussi comme période, ça doit être un peu compliqué aussi de trouver les infos qu'on cherche. Oui, c'est vrai. En fait, sur la Seconde Guerre mondiale, comme ça faisait des années que je m'intéressais au sujet, je me suis rendu compte que j'avais une bonne culture Mhm. de cette période. Et du coup, après, je creusais des sujets où j'ai consulté des blogs, des témoignages, par exemple, de personnes qui étaient dans la résistance. Et ça me donnait plein d'idées. Et après, je creusais, j'ai trouvé des éléments. Je me suis dit, ah, faut trop que je parle de ça, c'était pas très connu. J'ai aussi visité des musées qui mettaient à disposition des bibliographies, des recueils. Par exemple, à Toulouse, il y a un musée de la résistance et de la déportation, et ils ont fait vraiment un fascicule où ils expliquent toute l'histoire de la résistance en région Occitanie. Et c'est pareil, j'ai beaucoup utilisé ce bouquin. Il y avait énormément d'infos hyper utiles qui m'ont aidé à écrire. Et après, je suis quelqu'un qui est assez sensible au format vidéo et documentaire, donc j'ai aussi beaucoup regardé des documentaires, écouté des podcasts aussi, d'histoire. Donc voilà, vraiment support assez varié finalement. Alors, moi, je te pose la question parce que mon rêve, ça serait d'écrire une romance historique, notamment La Régence. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais Ok. ça germe dans mon esprit. Tu vois, je sais que je suis pas prête encore pour l'instant, mais j'ai peur de me perdre en fait, parce que comme toi, tu vois, je Mhm. suis vraiment passionnée par par une période, et j'écoute des podcasts, j'ai une playlist sur YouTube, tu vois, de documentaires ou Mhm. de on va dire, de micro-documentaires spécialisés. Et il y a tellement de matière. Comment tu Oui. sais, enfin, quoi choisir et quand te stopper aussi, parce que sinon Oui. tu fais ça pendant des années, t'écris pas quoi. Je suis assez d'accord. Ça peut être vite le piège. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris 6 ans à écrire mon premier roman pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais, moi, j'ai choisi vraiment des grandes thématiques que je voulais absolument aborder et où je pouvais vraiment plonger mes personnages là-dedans. Donc, par exemple, Juliette, l'héroïne de mon premier roman, elle est ce qu'on appelle dans la Résistance une pianiste. C'était les opérateurs radio de la Résistance. Et par exemple, ça, j'avais envie de le traiter parce que je trouvais que c'était un sujet qui n'était pas très connu. Ça a eu énormément d'importance pour la guerre. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, ça, j'ai envie que mon personnage soit pianiste. Et donc, j'ai sélectionné comme ça des grandes thématiques ou des éléments dont on veut parler. Et après, c'est un peu au fil de l'eau, je trouve, les recherches. Et des fois, tu as des questions trop bêtes. C'est genre, ben, par exemple, est-ce que c'est possible que les personnes aient un frigo? Non. Ben, dans ce cas-là, comment ils faisaient pour avoir des aliments, conserver des Ouais. aliments? Tu vois, tu te poses des questions stupides. Ou des fois, j'ai fait des bêta-lectures aussi, et les gens, ils parlent de douche, mais c'est un peu anachronique, tu vois. Enfin, tu ne touchais pas vraiment Mmh. à ces Ouais. époques-là. Tu te lavais dans une bassine ou quoi. Bassine, Enfin, ouais. c'est des petits détails et en fait, c'est au fur et à mesure aussi, tu fais des recherches au fil de l'eau et puis bah, après, tu corriges en relecture, tu te rends compte que tu as fait des anachronismes. Ça arrive à tout le monde, quoi. Ouais. Ouais, ça me fait un peu peur, tu vois. Les anachronismes, de dire Ouais, non, c'est normal. c'est un Mais je truc pense un qu'il peu faut passer gros. par là et trouver des bêta-lecteurs qui ont un peu cette fibre Mmh. historique et ou leur demander aussi une relecture un peu sous ce prisme-là. Et ça, je Ouais, pense que c'est un exercice qui s'applique au roman historique qui peut pas forcément s'appliquer à d'autres romans. ouais. Mais du coup, pour être aidé aussi, ou même que les gens se posent des questions en mode ah, ça, je sais pas trop, ça me paraît un peu anachronique. Et toi, du coup, tu vas aller rechercher sur ce point en En particulier. plus, Mais quoi. c'est vrai que c'est une surcouche en plus en écriture et à la bêta lecture et à la réécriture ensuite, Ouais. qui est vraiment propre au roman historique. Ouais, bah, c'est vrai que c'est une difficulté parce que aujourd'hui, si tu écris une romance bon, contemporaine, bien sûr, il faut se renseigner, je sais pas, sur le métier de tes personnages, mais tu as Mhm. quand même une marge un petit peu d'erreur moindre, quoi. Enfin bon, si à la Oui, limite tu trompes d'une rue à Londres, c'est pas bien grave, alors que bon, c'est là, ça. si effectivement tu mets un frigo alors qu'ils en ont pas tout de suite, ça peut sortir de la lecture pour les personnes qui sont un peu plus férues. Exactement. Et après, pour compléter ce que je viens de dire, il y a aussi des fois où ben, tu n'écris pas un livre d'histoire, tu écris un roman Ouais, historique. Et donc, ben, parfois, tu peux faire des choix où tu sais que c'est une erreur historique, mais c'est ton adaptation. Et par exemple, je vais te donner un exemple. Donc, dans mon roman Clair de Lune, il y a je décris la Gestapo et je dis que les uniformes de la Gestapo sont des uniformes noirs. Et en fait, ça a été vrai jusqu'en 1936 ou 37. Et après, ils sont passés sur des uniformes gris. Mais en fait, on voit tellement les uniformes noirs au cinéma. Et c'est tellement quelque chose qui est marquant. Je trouvais que dans la narration et dans ce que je voulais représenter dans ce chapitre-là, c'était
plus intéressant de les garder en noir, bien que ce soit une erreur historique, parce que ça servait aussi la narration et mon récit. Donc parfois, tu peux faire aussi des choix où c'est pas exact, mais voilà, Mhm. c'est conscient, quoi. Oui, bah, c'est intéressant ce que tu dis, puisque, bon, par exemple, moi, je connais un petit peu, j'en ai bouffé, on va dire, au primaire sur la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au lycée, mais je suis pas Mhm. pro, donc ça, c'est un détail que j'aurais pas vu, tu vois. Donc Oui. c'est bien aussi de se rappeler que le commun des mortels verra pas forcément ces petits trucs. Après, bon, si t'as affaire à des doctorants en histoire, c'est toujours un peu plus compliqué, mais... Oui, euh, mais c'est pas le lecteur cible forcément. ouais. Et voilà, c'est un récit de fiction, donc tu peux te permettre certaines libertés. Voilà, on ne te demande pas d'être doctorant en histoire pour écrire Mm. un roman historique. Et Ok. d'ailleurs, ça pourrait vite devenir chiant, en fait, je pense. S'il y a trop de Oui, bah, détails et trop de précisions, en fait, tu t'en perdrais l'intérêt. Enfin, ce serait peut-être aux dépens des personnages et de mhm. l'histoire, quoi, Ouais, tout à fait. avec un petit H. Tout à fait. Donc tu disais que tu as mis presque 6 ans pour écrire ce roman. C'est assez long, mais en même temps c'est normal si Oui. tu as eu l'idée bien avant de passer à l'écriture et avec tes recherches. Donc ouais, quelles ont été les phases un petit peu est-ce que tu as fait beaucoup de recherches puis d'un coup tout écrit d'un coup ou est-ce que ça a fluctué? Comment ça s'est passé? Non, en fait, si tu veux, j'avais pas vraiment de process d'écriture. C'était mon premier roman. J'essayais de me former aussi sur l'écriture, même le style, etc. en même temps. Donc, il y a eu beaucoup de réécriture, ça a pris du temps. Et en plus, je fonctionnais à l'époque. J'ai pas du tout écrit le roman en linéaire. J'ai écrit des chapitres là, puis j'ai réassemblé, etc. Donc, c'était tout ce qu'on me dit de ne pas faire. Je l'ai fait. Donc, en fait, des fois, j'avais des idées, donc je développais un chapitre, et puis après, je me disais, ok, bah pour arriver à cet endroit de l'histoire, je sais qu'il doit se passer ça, ça, donc j'imaginais les chapitres intermédiaires, et en fait, c'était un peu des brainstorming par morceau, quoi, en quelque Ok, sorte. d'accord. Donc voilà, c'était un peu le bordel dans ma tête, mais j'ai réussi au final à rabouter et on m'a jamais reproché un problème de cohérence Mhm. ou du moins les lecteurs ne ressentent pas la durée de l'écriture dans le Oui, la roman. Donc coupure. Mhm. ça- je pense que le résultat est cohérent, Ok. Bah, j'espère. c'est là où on voit aussi l'importance de la réécriture et des corrections, quoi. On oublie souvent, enfin, Ah mais quand on a clairement. notre partie lecteur-lectrice, on oublie que quand on lit, le roman, c'est peut-être la 30e version qu'on est en train de lire. Donc Ah oui, voilà, c'est clair. Il y a ça des peut pas être chapitres, je parfait pense au que c'était premier ça, hein, jet, quoi. clairement. Faut pas oublier, quoi. Donc oui, on est en train de parler, comme tu nous disais tout à l'heure, de ta romance Clair de Lune, qui se Mhm, passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui touche donc à un sujet délicat, qui est celui donc d'une romance entre une résistante, une Française, et un nazi, ou en tout cas un Allemand qui participe au régime nazi de par mhm, son occupation. Donc, ce qui est forcément très controversé. J'en avais parlé un peu avec Caroline Mertz dans un des premiers oui. épisodes du podcast. Elle s'était reçue pas mal de haine quand même et pas mal de remarques par rapport au sujet. Et Mhm, dans un entretien justement avec France Loisir, tu dis que tu trouves fascinant ces couples voilà, qui ont défié la guerre et qui ont défié la haine à leur manière, parce que bah, c'est pas que de la fiction, hein, ça arrivé bien plus d'une fois. oui. Euh, voilà, est-ce que c'était difficile comme exercice de construire une belle histoire d'amour avec un sujet Mhm, si déchirant et si oui. compliqué? Bah, c'est une très bonne question. J'ai pris des précautions dans la manière de construire cette histoire. Mais je suis quand même partie effectivement de ce que tu dis, d'une réalité historique, que ces couples entre des Françaises et des soldats allemands, ils ont vraiment existé et il y en a eu quand même un certain nombre. C'était pas complètement anecdotique. Il y a eu beaucoup d'enfants d'ailleurs qui sont nés de ces relations-là. Il y en a certains qui ont demandé la nationalité allemande après la guerre. Donc c'est quand même une réalité historique. Et c'est vrai que c'est incroyable, c'est-à-dire que c'était 2 camps ennemis et les gens, ils tombaient quand même amoureux et ça, c'est vraiment cette partie-là que je trouvais, fascinante. Donc j'avais vraiment envie de développer ça et de créer mon propre, couple qui, défie la guerre, à leur manière. Donc ça, c'était l'objectif.
Après, il y avait aussi une volonté dans mon roman de montrer toutes les nuances de la guerre et un peu toutes les nuances de gris, aussi bien chez les soldats allemands qui ont souvent été, diabolisés aussi. Donc c'est clair, il y avait des nazis, hyper violents et voilà, enfin, des Klaus Barbie, clairement, il y en avait. Mais, Mmh. tous, les soldats allemands n'étaient pas des Klaus Barbie, donc faut aussi remettre, en perspective. Et dans la résistance ou chez les alliés, chez les Anglais, il y avait aussi des gens très gris. Il y a des choses qui ont été faites par les gentils qui peuvent être, enfin, qui n'étaient pas très éthiques. Donc j'avais envie d'explorer un peu ces nuances. Et après, j'ai quand même exploité une facilité en quelque sorte, c'est-à-dire que le personnage allemand, l'officier allemand qui est un des protagonistes de Clair de Lune, n'est pas un SS, il ne fait pas partie des unités les plus controversées de la guerre. C'est quand même un Allemand qui en fait, son métier, son rôle dans l'armée, c'est de traquer les réseaux de résistance et de démanteler les réseaux de résistance. Donc, il est quand même, enfin, c'est il est vraiment, il a des actions quand même assez graves, mais voilà, j'ai pas appris un soldat SS, donc Mmh. euh, ça a favorisé, comme je te disais, pour explorer des nuances, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est là où est la difficulté parce que, bah, bon, forcément, il faisait pas partie directement on va dire, de la hiérarchie haute à laquelle on pense beaucoup par rapport à l'histoire parce que c'est celle qu'on étudie. Mais ouais, en fait, c'est ça qui est très compliqué parce que on sait que ça existe, ou que ça existait, mais en même temps, il y a cette volonté de cacher un peu les choses. Euh, Oui, et bah, comme tu disais, voilà, les descendants qui parfois étaient un peu en entre-deux au niveau de la nationalité, etc. Parce que bah, il y a certainement dû avoir aussi des violences, donc il y a ce côté qui était consentant entre l'oppressé et l'oppresseur, etc. Et de même, bah, quand j'en avais parlé avec Caroline, elle avait fait remarquer quelque chose de très intéressant. Euh, du côté des résistants, bah, il n'y en a jamais autant eu qu'après la guerre, en fait. Enfin, oui, alors que, bon, clairement, je pense que genre, clairement. c'était pas le cas. Enfin, voilà, donc on a un petit peu cette volonté de réécrire aussi et d'avoir le beau rôle et de pas oublier que bah, certaines personnes collaboraient parce qu'elles n'avaient pas le choix et qu'elles grandissaient dans un régime Oui. oppressif et que bah, quand tu grandis dans ça, les jeunesses hitlériennes, etc., bah, Et tu oui, oui, suis un c'est peu le sûr, ça mouvement, quoi. favorise pas, quoi. C'est Voilà. clair. Et c'est vrai que j'ai quand même pris garde. Enfin, jamais je justifie ses actions et même le Oui. personnage admet qu'il a des fardeaux et que ça l'a touché, enfin qu'il a Mhm. conscience que certaines de ses actions sont horribles, quoi. Enfin, et Mhm. donc ça, j'ai vraiment pris garde à le faire. Et aussi le personnage de Juliette, qui est donc l'héroïne du roman, qui est un peu divisée entre son rôle de résistante et l'amour naissant qu'elle a pour cet officier allemand. J'ai pas du tout joué dans le roman comme étant euh, ses convictions à elle sont pas remises en question. C'est-à-dire que plus elle tombe Mhm. amoureuse de l'allemand, plus elle a envie de s'engager dans la résistance, justement pour montrer qu'elle a toujours ses convictions et que protéger son pays, c'est important pour elle. Donc elle est pas du tout dans une balance des valeurs et il y a aucun Mhm. moment elle bascule en essayant de comprendre ou d'excuser ce que fait l'armée allemande. Au contraire, elle s'engage d'autant plus dans la résistance. Donc c'est aussi une manière d'équilibrer, je pense, le message. Et pour le coup, j'ai jamais reçu de critiques de lecteurs qui ont trouvé que j'ai voulu être complaisante en quelque sorte avec des choses qui ont été faites pendant la guerre. Donc voilà, j'espère avoir trouvé un bon équilibre. Mhm. Tu vois, je pense que ça pourrait être un débat intéressant parce qu'en t'entendant parler, ça m'a rappelé, je pense que tu as dû voir en ce moment, c'est un peu la mode et la vague des dark romance. Ouais, Et donc, on a tendance à dire, comme c'est une dark romance, la mafia, le gars qui kidnappe l'héroïne ou qui lui fait subir certains sévices, les gangs et compagnie, bah, c'est ok parce que c'est de la fiction et que voilà, sauf que bah, c'est aussi des choses qui existent. Enfin, on voit beaucoup de mafia oui, italienne, on voit beaucoup
des choses qui se passent en Amérique latine notamment, ou par exemple les yakuza japonais, etc. Et Oui, j'ai l'impression qu'on se rend moins compte que ça existe parce que ça nous touche moins géographiquement et par rapport à l'histoire. oui. Et on se distance un peu plus en disant bah, c'est de la fiction. Alors que certaines personnes pourraient faire les mêmes remarques, en mode bah non, moi c'est ce que je vis au quotidien, donc Oui. pourquoi on accepte certaines casseroles, on va dire avec des grands guillemets, pour certains personnages, souvent masculins, Mhm. et pas d'autres, alors qu'au contraire on pourrait bah, mettre en lumière certaines réalités de notre pays. Quoi. Ouais. Je t'avoue que moi, je suis quand même très partagée sur ces romances. Mhm. Parce que aussi pour moi ça touche, je suis assez sensibilisée au sujet du féminisme et pour moi c'est quand même Mhm. très lié à des sujets de patriarcat, Mhm. de Mhm. relations toxiques, quand même de domination des hommes sur les femmes. Je trouve que Bien c'est quand sûr. même très lié et que c'est un peu continuer à véhiculer ces messages-là, c'est pas très habile, je trouve, sur Mhm. le Mhm. positionnement des personnages féminins, dans ces romans-là. Et il y a tendance à avoir des justifications, des gradations de la gravité de certains faits. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, il y avait tel personnage masculin qui a fait ça au personnage féminin. Du coup, c'était ultra, ultra grave. Et Mhm. l'autre, il lui fait ça, donc un peu Mhm. moins. Donc du coup, bah, en fait, il est peut-être gentil, c'est un peu moins Ouais. pire que l'autre. Donc du coup, on peut lui pardonner. Et en plus, il a un passé troublé. Donc du coup, bah, en fait, il est méchant, mais c'est pas de sa faute. Bon, je t'avoue que moi, je suis très partagée là-dessus. Je ne juge ni les auteurs qui écrivent ces romances, Bien ni sûr. les lecteurs qui apprécient ces romances. Vraiment, il n'y a pas de Mhm. jugement. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Et... Non, oui, oui, je te rejoins tout à fait. Moi, je t'avoue que c'est pas un genre, pour l'instant, qui m'attire beaucoup. Surtout que certains sont très trash, en fait. Parce que pourtant, tu vois, bah, on parlait de fanfiction tout à l'heure. Bon, peut-être pas avec les Tokyo Hotel et les One Direction, mais j'ai lu des fanfictions quand même où, fou, tu vois, tu dis, ah oui, les auteurs de fanfiction, ils y allaient quand même, tu vois, bah, ça Ah ouais, s'appelait oui, pas de la clairement. dark romance à l'époque, mais bon. Je sais pas s'il y avait ça pour les Non, non, mais Tokyo c'est clair. Hotel, mais pour les One Direction, il y avait quand même beaucoup de... Ils t'enlèvent et deviens leur esclave. Enfin, il y avait énormément de trucs Oui, où voilà, c'était bah les oui, parce parents que... qui te vendaient, tu vois. Ok. Oh, Ça, c'était le tout ce truc qu'on aime. classique. Je n'ai jamais écrit ça, hein, d'ailleurs. Je préfère le souligner, mais j'en ai beaucoup lu. Et On c'est a vrai tous que... nos petits plaisirs coupables, Oui, hein, voilà, moi exactement. aussi. Les petits squelettes dans le placard, tu vois, de C'est nos ça, ouais, onglets fanfiction. clairement. Et c'est vrai que aujourd'hui, tu vois, j'arrive un petit peu plus à relativiser par rapport à certaines romances, même si certaines, je suis désolée, mais enfin, surtout ce qui est BookTok, TikTok anglais, j'ai vu passer des trucs sur la dark romance, mais horrible. Enfin, vraiment, je comprends pas où Mhm. est la romance dedans, mais bon, après, voilà. Euh, Ouais. mais, enfin, aujourd'hui, je suis adulte. Donc, même si je pourrais prendre plaisir, et je pense que certaines lectrices adultes bah, prennent plaisir dans ce type de romance, il n'y a pas de souci parce que bah, tu as un esprit critique et que bah, voilà, tu peux avoir tes convictions et tu sais que c'est pas la vie et qu'il ne faut pas avoir quelqu'un comme ça dans ton entourage. Là où Mhm. ça pose problème, c'est quand tu vois que ça fait un bond bah, chez les jeunes lectrices, quoi, qui se construisent et qui, du coup, Oui, mais n'ont c'est marrant, c'est pas les mêmes exactement là où je avis. voulais en venir et c'est d'autant plus... C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis très partagée, c'est qu'effectivement, les maisons d'édition jouent pas forcément le jeu de targeter en marketing Mhm, mhm. un public adulte. Et ouais, c'est vrai que ça protège pas trop les jeunes générations et ça n'aide pas à faire évoluer les esprits vers justement un Mhm. monde un peu plus féministe et vers des relations égalitaires, etc. Bon, Ouais, plus saine, c'est... ouais. Mm. Ouais, enfin ça, tu vois, c'est un peu le débat éternel parce que c'est vrai que nous, on avait accès à des Mhm. trucs un peu bizarres quand même sur Internet, mais Mais ça reste oui, sur Internet, enfin, donc ça nous a pas empêché c'était de... gratuit, tu vois. Il y a ça aussi la différence, c'est la Et oui, commercialisation, ouais, c'est vrai. parce que bon, ce genre de choses, on en a toujours trouvé, on en trouvera toujours sur fanfiction.net, Tumblr, Oui, Wattpad complètement. et compagnie. Enfin, mais après, effectivement, quand c'est commercialisé et que c'est mis en avant, bah, dans des rayons auquel ça correspond pas forcément. Ça peut être une difficulté. Mais voilà, voilà, c'était la petite parenthèse dark romance. Exactement, petite parenthèse.
Débat d'art romance. Exactement. Pour revenir sur Clair de Lune, donc, qui est ton premier roman, il a reçu le prix France Loisirs de la romance en 2021. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette aventure? Parce que ça doit être encore plus énorme pour un premier roman. J'imagine que l'émotion était au rendez-vous. J'avoue que c'est un truc de fou, mais je, je sautais sur place. J'ai appris ça, c'était un jour où je travaillais, je suis revenue dans mon bureau et il y a mon co-bureau, mais j'étais dans un état. Il m'a dit, mais attends, assis-toi. C'était assez amusant. Dans les faits, c'est sûr que ça donne une mise en avant de ton roman qui est encore supplémentaire. Donc c'est vraiment que du bonus d'avoir ça. Donc c'était déjà je m'attendais tellement pas à être publiée et en plus recevoir un prix, c'est clair que c'était dingue. Et ça m'a permis de créer un lien aussi avec les autrices qui avaient gagné le prix les précédentes années. Donc, en fait, j'ai beaucoup échangé avec elles. Donc, c'était hyper intéressant aussi de pouvoir partager ça. Elles savaient ce que j'étais en train de vivre. Enfin, elles avaient été traversées par les mêmes émotions. Donc, c'était vraiment super. Ça a rajouté quelque chose, ouais, sur la publication de ce roman. C'était une expérience du coup incroyable quand même. C'est sûr. Ouais, je trouve ça trop beau. Le fait que, tu vois, t'aies porté ce manuscrit pendant tant d'années, du coup, entre l'idée, l'écriture, la publication via, enfin, la plateforme, etc., et le prix, c'est un peu une belle consécration, quoi, qui te pousse en plus à continuer en disant, bon, Oui, c'est clairement. mon truc, je continue, quoi. Alors, avant de passer à une deuxième partie, de parler de ton deuxième roman, Même si on se perd, je voulais faire une deuxième parenthèse, une Ok. parenthèse portrait chinois. Juste Ah oui, quelques petites questions. Voilà. Donc bon, tu ça connais le marche. principe, je te dis si tu Oui, étais et tu me réponds comme tu le sens. ça Alors, marche. si tu étais un moment de la journée, Le soir. ok. Si tu étais une boisson, Si j'étais une boisson, la pina colada. ok, cool. Si tu étais une célébrité, Ah, c'est dur ça. Si j'étais une célébrité. Ah, je bug. C'est dur comme question. oui. Il en faut J'ai toujours peur d'être une. hyper arrogante, tu vois, genre Dieu. Tu vois. Non, on va dire allez, Mélissa d'Acosta. Ok. Si tu étais un personnage de fiction. Euh, Réponse. Oh, j'adore. C'est mon personnage préféré, c'est ma princesse préférée. Oh, Si tu étais une couleur. le rouge. Si tu étais un super pouvoir. Remonter dans le temps. Si tu étais une série. Série. Friends. Si tu étais un peintre ou une peinture. La liberté guidant les peuples. Et si tu étais une chanson. Dourjden Monsoon. Évidemment. J'adore. Ok, très bien. Parenthèse portrait chinois close, merci beaucoup. C'est Et très donc, amusant comme exercice. Je savais que j'allais bugger sur les questions comme Olivia. oui, mais on apprend aussi sur soi-même, tu vois, parce que c'est le premier C'est truc qui te vient clair. en tête et tu dis, ah, je pensais pas dire ça, mais en fait. Alors, pour parler de ton second roman, celui qui se passe cette fois-ci dans les années 30, donc on remonte un petit peu dans le temps, Mhm. tu joues une nouvelle fois avec les relations de pouvoir ou déséquilibre de pouvoir, parce que tu parlais tout à l'heure voilà, que c'était une période où il y a eu des grandes inégalités, enfin en tout cas ça a pas mal bougé pardon, de ce côté-là. Et donc c'est une romance Mhm. entre une héritière d'un riche propriétaire et d'un fils de famille ouvrière. Et c'est Tout à encore fait. très compliqué comme sujet, avec voilà comment on crée une romance avec des héros qui sont pas du tout égaux socialement. Mhm. Oui.
En fait, c'était même, une volonté du roman, enfin, c'était une des thématiques que j'avais envie d'aborder. C'est sûr qu'à l'époque, les classes sociales, c'était quand même vraiment marqué. Bon, ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est quand même assez différent. C'était vraiment Mm. très, très marqué. Et en plus, passer d'une classe sociale à l'autre, c'était très compliqué. Et du coup, moi, j'aime bien les romances perturbées. Ou les romances, bah, en fait, elles sont toujours perturbées. C'est ça qui est intéressant à lire d'ailleurs. Mais pour moi, c'était un des trucs qui qui se mettrait vraiment dans le, enfin, c'était le bâton dans les roues de cette histoire, quoi. Donc, enfin, ça a été l'idée de base, on va dire, pour cette romance. C'était une évidence de traiter ça. Ok. Et comment tu as creusé alors par rapport, on va dire, au conflit un peu intérieur? Parce que j'imagine que du côté de l'héroïne, elle a grandi dans une classe sociale où bah, si tu vas avec quelqu'un qui est entre guillemets inférieur, c'est pas possible. Et Mhm. il doit sûrement aussi du côté du héros avoir un certain complexe en mode bon bah voilà, on fait pas partie de la même classe, où elle est un peu l'ennemie finalement par Oui. rapport à mon travail, par rapport à mes parents. Comment ça s'est créé un petit peu ce dialogue intérieur chez tes personnages? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Clément, donc le personnage masculin, lui, il est assez brillant et ses parents ont réussi à l'envoyer au lycée. Il a eu son bac et en prépa. Et lui, en fait, son rêve, c'est justement d'accéder à la classe sociale, de faire une grande école d'ingénieur, quoi, une école prestigieuse, et du coup d'accéder à la classe sociale supérieure. Et donc, en fait, lui, son conflit, c'est que il se dit, je tombe amoureux d'elle, j'ai envie d'être avec elle, et du coup, mon seul moyen pour pouvoir le faire, c'est de réussir ce concours et d'aller dans cette école pour être digne d'elle en quelque sorte. Hmm. Donc lui, c'est un peu ça qui se dit, et évidemment, ça rentre en conflit avec bah, qui il est, les gens autour de lui, ses amis ouvriers à l'usine, sa famille, etc. Donc c'est son conflit à lui. Élise, elle, c'est en fait, elle est un peu désespérée que ce qu'on attend d'elle, c'est de se marier avec un fils de bonne famille et de faire des enfants parce que elle rêve d'étudier la science, la physique. Elle est passionnée par ça. Donc elle va à la bibliothèque en cachette et elle rêve juste de faire autre chose. Et donc elle, au début, elle se dit cette relation, c'est j'explore un truc qui m'est interdit. Mhm. Et donc, du coup, j'ai envie d'explorer ça, mais dans sa tête, elle sait qu'elle pourra pas l'épouser. En plus, au début du roman, en fait, elle est fiancée avec un homme de bonne famille. Et donc, elle, pour elle, c'est une passade et elle explore quelque chose d'interdit. Et voilà, elle va Mhm. voir ce que c'est, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça commence. Ok, ouais, donc il y a le côté un peu frisson, mais qui aura pas pour elle au début de répercussions. En tout cas, elle pense qu'il n'y aura pas de C'est ça. répercussions Ça va sur peut-être le pas se long passer terme. aussi bien que ce qu'elle espérait. C'est souvent comme ça. Ok, d'accord, très bien. Et je voulais parler également bah, de ton dernier roman qui est sorti il n'y a pas longtemps, L'océan qui nous lie. Est-ce que tu pourrais un peu nous le Tout à fait. présenter? Alors, L'océan qui nous lie, pour le coup, j'ai un peu changé de genre. Donc, c'est un roman contemporain, euh, tranche de vie feel good, si on devait le Mhm. ranger quelque part. Donc, c'est l'histoire de Jade, qui est une journaliste trentenaire. Elle vit à Paris et elle travaille dans une rédaction qui fait surtout du buzz. Et elle, son rêve, c'était de devenir journaliste d'investigation. Et donc, elle a totalement perdu le sens dans son métier. Et en fait, du jour au lendemain, son conjoint lui dit en fait, je suis plus amoureux de toi et on se sépare. Donc elle se fait quitter comme ça du jour au lendemain. Et du coup, il y a un peu la vie qui lui envoie des signes et elle plaque tout, elle s'envole vers Tahiti pour guérir et un peu redonner du sens à sa vie. Et là-bas, elle va faire la rencontre de Sam, qui est un biologiste marin, qui est spécialisé sur les requins. Et par un concours de circonstances, elle va se retrouver à embarquer avec lui pour une expédition scientifique à travers la Polynésie, donc sur un voilier. Et au début, leur relation, enfin lui, c'est quelqu'un de très solitaire, pas du tout sociable, pas très agréable. Et donc du coup, c'est voilà, une relation un peu, enfin il est voilà, pas très agréable quoi. Il y a aussi ce petit côté-là qui met un peu de piment quoi. Ok. Et est-ce que tu connais bien la Polynésie ou alors est-ce que ça t'a fait voyager et maintenant t'as envie d'y aller pour découvrir Tahiti et les fonds marins? Alors j'ai eu la chance de vivre 3 mois en Polynésie l'année dernière. Donc j'avais commencé la rédaction du roman avant et en fait j'ai terminé de l'écrire sur place. Et du coup, ben il y a une
plein d'émotions, d'endroits que j'ai visités sur place et j'ai intégré du réel dans la fiction par rapport à ce que j'ai vécu là-bas. Et j'avais beaucoup envie de parler de l'océan parce que je suis moi-même plongeuse. Donc j'ai beaucoup plongé Ok. en Polynésie, notamment avec les requins. Et je fais de la voile, un peu de bateau. Et voilà, du coup, j'ai une relation un peu particulière à l'océan. Et je dis souvent que l'océan qui nous lie, c'est mon cri d'amour à l'océan. Mhm. Oh, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Ok. Et bah comme tu disais tout à l'heure, tu as voilà des convictions féministes que tu essayes de faire transparaître dans tes romances. Et donc avec ton dernier roman, tu parles également voilà de protection de l'océan et de la faune marine. Oui. Et je voulais creuser un petit peu avec toi sur ces sujets. Pourquoi c'est important avec toi et comment tu les pousses un peu dans les romans, parce que c'est un peu compliqué parfois de enfin, on veut faire passer des valeurs, mais on veut pas non plus faire Oui, un pamphlet en mode sauver les animaux, même exactement. si j'aimerais bien le faire. C'est pas un essai, quoi, c'est C'est clair. ça, exactement. Donc, comment tu t'y prends? En fait, j'ai beaucoup écrit avec le cœur, finalement. Hem, Globalement, la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui me touche. J'avais donc ce rapport spécifique à l'océan. Dans les plongées, bah, tu as la chance de faire la rencontre, d'espèces marines, extraordinaires, des raies mantas, des requins, des tortues, enfin, donc tu vois les animaux dans leur milieu naturel. Et du coup, j'ai vraiment cette sensibilité, enfin, je suis un peu investie dans l'associatif, protection de la biodiversité, de l'environnement et tout. Et je trouve que, enfin, moi, j'étais vraiment en mode, c'est trop inconnu. On se rend pas compte à quel point l'océan est beau et vivant et fascinant. Et j'ai envie de montrer ça, de montrer à quel point c'est incroyable et qu'on doit le protéger, quoi. C'est vraiment, il y a tellement de beauté que, donc, c'était un peu ce cri du cœur en mode regardez, c'est incroyable et il y a vraiment énormément on a tout à gagner à le protéger et voilà. Donc mon pari en quelque sorte, c'est de prendre un personnage qui est très neutre sur la question, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un qui est engagé, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est retors par rapport à ces sujets. C'est vraiment une personne lambda et qui débarque là et qui va tomber, enfin Jade, elle va tomber amoureuse de l'océan. Et mon idée, c'est un peu de faire le même parcours au lecteur, en quelque sorte, Mhm. tout en ayant un récit qui reste de la fiction. Comme tu dis, c'est pas du tout un livre de SVT ou donc en mettant beaucoup d'émotions là-dedans et puis un peu d'humour avec aussi de la romance donc de mêler en fait fiction et thématique engagée, d'arriver à trouver cet équilibre là quoi. Tu parlais d'associatif tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des assos qu'on pourrait soutenir pour t'aider dans ce combat et tes personnages aussi? Donc il y a une asso qui s'appelle Temana Ote Moana, donc c'est le nom tahitien. Donc c'est d'ailleurs en fin de roman, j'en parle dans la postface, je les Ok. nomme. J'ai visité leurs locaux en Polynésie. Ils sont investis dans la protection des tortues marines. Et donc bah, évidemment, c'est le genre d'asso qui a toujours besoin de dons pour Mhm. fonctionner. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est incroyable. Après, sinon, c'est aussi un peu de se former nous-mêmes sur l'océan et les enjeux liés à ça. Et donc, je conseille de faire, tu as peut-être entendu parler de la fresque du climat. Ouais. C'est un serious game qui permet de réfléchir aux mécanismes du changement climatique. Et ben en fait, il y a une fresque qui est un peu la fresque amie de la fresque du climat qui s'appelle la fresque Océane. Donc Ok. dans plein de villes, il y a des sessions qui sont organisées et ça permet de découvrir tous les mécanismes derrière l'océan et ce qu'on pourrait entreprendre pour le préserver. Bah écoute, avant de finir, j'aimerais revenir sur ton métier, parce que comme tu disais au début, tu es ingénieur dans l'aérospatiale. Et bah, pour l'instant, en tout cas dans tes récits qui sont sortis, tu touches pas trop à ce milieu-là. Mais je voulais savoir si ton métier t'inspirait au quotidien. C'est pas facile comme question. Alors c'est clair que, en fait, je pense que c'est même presque à dessein que, mes personnages ont pas trop à voir, enfin ou même mes Mhm. histoires, mes récits ont pas trop à voir avec ce que je fais dans le quotidien parce que l'écriture, c'est aussi une forme d'évasion, c'est quelque chose qui est à part et finalement j'aime explorer d'autres choses que j'explore pas forcément du coup au quotidien dans mon métier. Après, ce qui est chouette, c'est que j'exerce un métier qui est assez prenant, enfin, le domaine du spatial, c'est assez vaste, c'est très enthousiasmant, quoi. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc,
enfin, c'est un métier qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Enfin, c'est agréable d'aller travailler et bah, mine de rien, il y a aussi l'aspect écrire, c'est très dur de vivre de sa plume. Mmh. Moi, j'avoue que c'est pas forcément un objectif que j'ai à court terme. Mmh. Ce que j'aimerais bien arriver à faire, c'est éventuellement avoir un temps partiel, de pouvoir partager ces deux activités. Mais ben aussi, mon métier, ça m'assure un confort de vie et un salaire, on va dire, à la fin du mois. Je peux manger, c'est Mais c'est chouette. important. Sinon, tu Et ne peux pas ouais, et en écrire. fait, Si tu manges que des patates, c'est pas possible. bah Donc, ouais, et en fait, faut c'est de vrai que du coup, l'énergie. j'ai l'esprit reposé parce Mmh. que j'ai pas cette contrainte-là de devoir gagner ma vie grâce à Ouais. l'écriture. Et bah, c'est vrai que ça t'offre une forme de liberté. Alors certes, on a beaucoup moins de temps, Mmh. mais ça t'offre une forme de liberté pour écrire à côté. Donc voilà, en fait, c'est un équilibre. Plutôt qu'une inspiration au quotidien, ça me permet d'avoir un équilibre et de faire rentrer l'écriture dans cet équilibre. Et ça, c'est quand même précieux. Ouais, bah, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que on a beaucoup, quand on aime écrire, il y a toujours un peu ce désir inavoué de j'aimerais bien quand même faire ça toute la journée, si je pouvais. Mais ça rajoute une pression, comme tu le dis. Et Mhm. avoir les... enfin, surtout que quand on est en écriture, soit on est en auto-édition, et donc, bah, ok, ça tombe tous les mois, mais on voit aussi tous les mois quand ça tombe pas, qu'on a vendu 3 livres Oui, sur Amazon, ça peut arriver. ouais, Ou alors on est en maison d'édition et du coup bah, on est payé une fois par an. Donc exactement. forcément on n'y pense pas forcément quand on est lecteur lectrice. Il faut pas oublier ce côté, bah, comme tu dis, il faut manger. Sinon, Et je oui, pense que tu vois le côté artiste torturé à la Van Gogh, c'est un peu passé de mode. Euh, voilà, manger c'est de la clair. soupe et des patates, c'est bon. Alors que là, si c'est une passion, t'as un petit peu le côté un peu plus relaxation où vraiment tu vas au bout de ce que tu veux faire avec tes personnages Oui. et partager avec les autres. Les réseaux sociaux, ça aide aussi. Et ça t'empêche pas de le faire bien et d'avoir envie d'être Exactement. édité. Enfin, je veux dire, c'est Exactement. complètement compatible, quoi. Ouais. Ça n'empêche pas d'avoir envie de le faire de manière professionnelle, dans le sens où tes romans Mhm, sont mhm. professionnels Tout à et fait. sont publiables aussi bien en auto-édition qu'en maison d'édition. Mhm. Mais c'est vrai que ça t'assure un confort de... Oui, enfin, t'as pas de contraintes, du coup. Donc c'est vrai que Ouais, c'est quand même confortable. ouais. Mais Mais voilà, c'est comme tu marrant dis, parce c'est que... le temps après qu'il faut arriver à. Exactement. Mais quand je parle avec les gens, en fait, enfin, il y a très peu de monde qui se rend compte à quel point l'auteur touche une faible part des Ouais. droits, enfin, du prix de vente d'un Mhm. roman quand tu es en maison d'édition. Les gens tombent toujours des nues. Ah bon, mais c'est incroyable, c'est si peu. Et ouais, c'est assez inconnu en fait en France. Mhm. Oui, il faut s'y intéresser. Une fois que t'es un peu dans le milieu pardon, du livre, ça tombe un peu sous le sens parce que toi, t'as emmagasiné un peu, tu vois, enfin, ça, les droits d'auteur, les avaloirs, les pourcentages, tatati tatata, donc t'as l'impression que ça coule de source, Mhm. mais pas du tout pour les personnes qui sont en Non, dehors du c'est pas monde si simple, et hélas. qui sont lecteurs lambda, tu te dis, bah, parce qu'aussi on a en tête, tu vois, les grands noms, je sais pas, Amélie Nothomb, Marc Lévy et compagnie, qui eux, Et oui, effectivement, même si sur leur livre ils doivent toucher 1 euro ou moins comme nous, sauf qu'ils en vendent beaucoup plus. Ils ont pas les mêmes et oui, avaloirs aussi, quoi. Les avances ne sont pas c'est les clair, mêmes, donc tu t'as c'est pas du clair. tout le même train de vie. Et eux, ils vivent de leur plume et ils en vivent très très bien. Et donc, Voilà. en plus, tu peux avoir un peu cette fausse idée que, bah oui, ceux qui vivent de leur plume, du coup, par contre, t'es vraiment bien payé, quoi. Ouais, Mhm, mais mhm. c'est pas si simple, quoi. Il y en a pas beaucoup finalement. Ouais, au niveau des pourcentages, enfin, je sais que les personnes qui sont à plein temps pour les auteurs, il y a une grande majorité qui vit encore enfin, sous le seuil de la pauvreté, hein. Donc, Ah, que ça ce m'étonne soit pas du tout. maison d'édition ou auto-édition, parce que c'est pas un SMIC très souvent. Enfin, voilà, ça dépend. Et après, il y a des mois avec, il y a des mois sans, ou des années avec, des années sans. C'est pas très sécuritaire comme métier, c'est un métier passion, mais C'est c'est pour clair. ça que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très important de dire que, voilà, si vous voulez être écrivain, mais vous avez peur de pas en vivre et vous voulez pas lâcher votre boulot, vous êtes valide, vous avez le droit, C'est clair. vous êtes C'est toujours clair. Et en écrivain, c'est plus, pas un problème. il y a même certains emplois où tu peux un peu diminuer. Enfin, au final, tu Ouais. peux passer, j'en sais rien, au 4/5e, à mi-temps. Enfin, C'est ça, oui, oui. et du coup, si tu commences à rentrer dans l'édition, que tu commences à avoir un certain nombre de bouquins et que du coup, les revenus sur tes livres commencent à augmenter, bah là, du coup, tu peux Mhm. envisager aussi de. Enfin, c'est pas obligé d'être on-off, quoi. Oui, Ça peut oui, aussi se ouais. faire dans le temps, de se laisser le temps de grandir en tant qu'auteur et d'avoir son lectorat, de signer dans des maisons de plus en plus grandes. Enfin,
Enfin, Ouais. voilà, ça peut prendre un peu de temps, quoi. Il y en a effectivement, ils percent rapidement, et puis il y en a, ça se construit et c'est pas grave, quoi. C'est Ouais, ok. c'est un long chemin, hein, c'est un long chemin. Mais encore une Ah fois, ouais, tu vois, ouais, c'est le côté c'est clair. communication, parce que, bon, après, les auteurs que je viens de citer, ils sont dans leur quarantaine, voire plus, mais on a tendance à voir un petit peu, tu vois, les premiers romans où 20 ans est déjà édité chez grande maison, etc., etc. Mais la majorité des écrivains, pareil, au niveau des études, que ce soit américaines, anglophones ou même francophones, la grande majorité sont dans leur quarantaine, cinquantaine. Le roman qui marche super bien, mais en fait c'est leur sixième, c'est pas du tout leur premier. Mais toi, quand tu Exactement. commences, tu vois pas ça, enfin, parce que on Non, va te parler de prix Goncourt et que sais-je, et c'est important, c'est bien. Mais comme, enfin, voilà, il y a beaucoup de participants et peu d'élus, en tout cas pour au début, donc il faut s'accrocher. Et c'est pour ça que le côté c'est clair. passion est important, parce que bah si tu comptes sur l'écriture pour faire de l'argent, pas tout de suite quoi. C'est Pas tout pas de le suite, tout de bon. suite. Franchement, le taux horaire est très mauvais, je pense. Non, il faut pas le calculer le taux horaire parce qu'il n'est pas du tout C'est rentable. clair. Moi, des fois, on me dit, mais combien de temps t'as passé sur ton roman? Mais en fait, je compte pas parce que sinon, je me dis, Non, waouh, tout ça. non, non. Mais c'est là où c'est important de dire, en fait, t'écris, c'est oui parce que t'aimes ça, mais c'est parce que aussi tu peux pas faire autrement, en fait. Enfin, c'est comme toutes les autres passions, Ah les oui. musiciens, etc. C'est que bah, t'as des vocations, et il y en a pour lesquelles la vocation c'est l'écriture, et tu imagines pas ta vie sans écriture. Je suis assez d'accord. C'est hyper amusant ce que tu dis parce que quand j'écrivais Clair de Lune, je sais pas, dans ma tête au début, c'était en mode, bah en fait, j'écris un roman, j'ai envie de faire ça dans ma vie, je sais pas, cette histoire-là, elle me parle, j'ai envie d'aller au bout et je veux vraiment donner toutes ces chances. En plus, je m'étais dit, au début, je réfléchissais pas à être publiée. Et puis c'est venu un peu après, je me suis dit, bon, quitte à avoir fait l'exercice, autant essayer d'être publié, quoi, on verra. Et dans ma tête, c'était, bah voilà, j'aurais fait ça et j'aurais écrit un roman. Et c'est trop drôle parce que j'avais fini l'écriture et je commençais à avoir déjà des personnages qui revenaient, des idées et tout. Et en fait, ça te harcèle, après tu peux plus Ouais, revenir en arrière, quoi. ouais. Mais c'est comme les tatouages, l'écriture. À chaque fois que tu commences un nouveau projet, t'as un autre C'est une truc qui très bonne arrive, tu vois, comparaison, ouais. et tu peux pas t'arrêter, tu peux pas t'arrêter. À chaque fois, bah là, mon dernier manuscrit, j'étais en mode oui, parce que je veux partir dans des one-shots, j'ai déjà fait des sagas. Pour l'instant, j'ai pas les épaules, parce que voilà, tu t'engages sur plusieurs années, etc. Déjà, Ah, les c'est tomes difficile, ouais. compagnons, où c'est dans le même univers, bah tu sais qu'il y a les gens attendent une suite, même si c'est pas avec les mêmes personnages, qui soient dans le même Oui. univers. Et là, je suis sur une romance, tu vois, voilà, feel good, plutôt une comédie romantique. Et, et je me suis dit, non, voilà, l'héroïne, elle a pas de frères et sœurs, comme ça, il y a pas de spin-off. Pareil pour le héros. Puis après, je vais, ah, mais en fait, si, elle pourrait avoir un frère, et du coup, et du coup, j'ai déjà des idées, tu vois, pour un autre truc. Je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas, tu vois, même quand t'essayes de te mettre un cadre, il y a des situations qui font que, et tu dis, ah ouais, mais la meilleure amie, franchement, elle mériterait trop son truc aussi. C'est pas possible. Tu te fais avoir par ton propre cerveau, quoi. Exactement, tu dis purée, mais c'est pas possible, laissez-moi tranquille un peu. Et tu sais, t'as ton planning Tellement. pseudo-éditorial, et en fait, il se remplit petit à petit, tu dis ouais, bon, je vais écrire jusqu'en 2052, c'est bien. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu. Après, je sais pas toi, mais moi, genre, je suis hyper fidèle quand j'écris Mhm. Ouais. une histoire. J'ai, enfin, assez peu d'idées d'autres histoires qui viennent et je me lance pas même dans l'écriture de carnet ou Ouais. etc. d'une autre histoire. Moi, c'est vraiment genre, je travaille ça. Et une fois que ça c'est fini, hop, mon cerveau là, il dérive et il réfléchit à plein Ouais. d'autres trucs. Mais je suis une autrice très fidèle avec ses personnages. Mais c'est bien. Je pense aussi à 99%, c'est-à-dire que voilà, Il y j'ai a toujours le comme 1% ouais. piège. Et ben en fait, on va dire que je creuse pas ces idées, parce que sinon je finis pas un bouquin. Enfin, tu peux pas y arriver. Et En tout cas, ouais, moi non. normal. Il y a peut-être des gens qui arrivent à avoir plusieurs projets, et je leur tire vraiment mon chapeau. Mais non, je vais prendre des notes sur mon téléphone, tu vois, quelques idées par-ci par-là. Donc par exemple pour le frère de mon héroïne, je sais que tôt ou tard, je sais pas quand, je peux rien promettre, mais il y aura un Oui. truc par rapport à lui. Donc j'ai noté, tu vois, une petite liste à puces. Et pour l'instant, voilà, je creuse pas plus. Et peut-être que j'y reviendrai dans 2 ans, ou peut-être dans 6 mois, ou enfin voilà, je sais pas. Mais j'essaye, ouais, parce que sinon c'est compliqué si tu t'éparpilles un peu. C'est un peu Oui, le syndrome de l'objet brillant aussi, tu vois. Ah, cette histoire elle est trop géniale, faut que je l'écrive tout de suite. Et tellement. après, bah, tu termines pas de manuscrit. Et c'est le problème de l'autodiscipline à trouver C'est ce pas qui si te fait simple, hein. kiffer, et suivre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, ma technique, C'est... c'est que je prends 0 note,
Même quand j'ai Ok. des idées, et en fait, je les garde pendant des mois. Et donc, si elles restent, c'est que c'est des bonnes idées et du coup, je Oui, les c'est vrai. exploiterai. Mais en fait, du coup, j'ai des idées d'histoire qui sont là depuis longtemps. Je comprends. J'étais un peu On est comme un peu ça avant. plusieurs là-dedans, quoi. Ouais, oui, bon, je comprends, c'est normal. Des fois, tu fais la vaisselle et t'as une discussion d'une scène dans le roman qui va sortir dans 3 ans qui commence à. Je comprends On parfaitement. est Mais tu vois, d'accord. moi, c'est pour qu'ils me laissent un peu plus tranquille, justement, que je les écris. C'est en mode, vous voyez, Ah, j'ai ouvert une note sur mon téléphone. Vous avez une note. Je vous ai donné un ne nom. vous inquiétez pas. Voilà, je vais m'occuper de vous. Maintenant, vous me laissez tranquille. Ah, j'adore. Je C'est m'occupe du excellent. reste. Mais après, tu vois, j'ai des notes pourries, hein. Des fois, c'est vraiment des trucs style, je sais pas, patinoire, et t'es en mode, d'accord, bon, je sais plus ce que ça voulait dire. C'est que c'était pas important. Mais, au moins, ça m'a laissé tranquille à ce moment-là, donc c'est bien. Ah, c'est pas mal. J'aime bien la technique. Voilà. Et donc, pour rejoindre, ça va bien avec ce qu'on est en train de parler sur le côté créatif. Parce que bah, tu as un mode de vie, ou en tout cas un métier très scientifique, et une passion très créative. Et donc, est-ce que c'est pas trop difficile de conjuguer les deux, même si voilà, tu as un temps boulot et après quand tu rentres à la maison, mais est-ce que l'un n'empiète pas sur l'autre? Comment tu t'organises? Pour le coup, je pense qu'en fait, c'est un équilibre qui me correspond bien. Peut-être que alors forcément, dans tout métier, tu as une part de créativité, tu peux quand même, des fois je fais des jolies planches, quand je suis au boulot, je mets des trucs. On peut se faire plaisir. Ah, c'est quand même pas pareil, quoi. Donc bah, ouais, du coup, c'est bien, genre mon métier, je fais des sciences, de l'ingénierie et cetera et puis, quand je rentre à la maison, ben enfin, je sors du travail, je laisse mon cerveau, scientifique, Mhm. au travail et puis, je peux explorer aussi, le côté créatif, je pense qu'en fait, ça me fait beaucoup de bien. C'est quelque chose qui me correspond. Alors, je suis une personne qui est assez curieuse et je fais des trucs assez variés. Et donc là, bah, en fait, ça me permet d'avoir un bon dosage des deux casquettes, enfin des deux côtés. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et est-ce que, comme tu parlais voilà, des différentes voix dans ta tête, parce que en ce moment je suis aussi dans l'écriture du côté professionnel, donc pour les autres, rédactrice web, éditoriale, etc. Ok, Et des fois ok. j'ai quand même des personnages, tu vois, qui viennent gratter un peu en mode tu écris. Bon, ok, t'écris sur de la literie, c'est pas très fun, mais est-ce que tu voudrais pas, tu vois, donc des fois je suis obligée de me recentrer un peu sur moi-même. Oui. Et j'ai remarqué que quand c'est très, enfin, je sais pas, carré, j'y vais y arriver, mais ça m'est arrivé d'avoir des boulots un peu plus manuels. Et là, c'était la Mhm. dégringolade, hein. Mon cerveau, il était en mode, oui, pendant que tu fais ça, on va penser à 30 histoires en même temps. Ah ouais. Donc, comment ça se passe pour toi? Alors, ben, c'est marrant parce que c'est tout à fait juste. Dans les périodes où j'ai moins de choses à faire au boulot, tu sais, il y a forcément, c'est un peu par vague, quoi. Il y a des Bien moments, sûr. tu as moins d'occupation ou t'as des gens qui sont en vacances, du coup, tu as moins de charges. Et ben là, mais c'est clair, des fois, mon cerveau, il part à des années-lumière, quoi. Clairement, des fois, les personnages, là, ils viennent toquer à la porte très fort. Et par contre, vraiment, quand je suis dans des phases où tu dois beaucoup bosser et tu as beaucoup de trucs à organiser, beaucoup de trucs à avoir dans la tête qui sont vraiment Ouais. purement liés au boulot, alors là, beaucoup moins, quoi. Et ça Ok. revient. Moi, je vais travailler en vélo, donc j'ai un trajet de un quart d'heure, 20 minutes, quoi, en vélo à peu près. Et donc là, des fois, soit je mets de la musique ou je pédale comme ça. Et c'est à ce moment-là que du coup, ils reviennent en mode coucou, on est encore là. Et donc là, j'en profite pendant que je pédale à réfléchir à des scènes, machin. Ça fait vraiment, tu vois, Donc les c'est mon petit personnages moment qui attendent la brainstorming. sortie de l'école, tu sais. C'est genre, bon, je t'ai laissé Mais tranquille toute tellement, la c'est trop journée, drôle. donc maintenant je t'accompagne en vélo, on y va. Il faut qu'on parle de ton plan, C'est c'est le génial, moment, c'est quoi. exactement ça. Là, je suis pas d'accord dans cette scène, t'as prévu ça, moi je dis non. Le personnage qui avait, tu sais, la main sur la montre toute la journée en mode, écoute, j'ai attendu 18 heures, c'est mon moment maintenant, il faut que je te parle J'adore d'un cette truc, ça ne image, va pas. c'est tellement ça. Très bien. Bah écoute, en dernière question, quels sont tes futurs projets? Qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce que tu as quelque chose sur le Alors feu? là, je suis en pleine écriture du premier jet de mon quatrième roman, qui sera aussi un roman contemporain. Et cette fois, les thématiques de fond que je vais aborder, c'est la famille, le rapport à la famille quand on s'est un peu éloigné, comment on essaie de retrouver un lien proche avec sa famille, ses frères et sœurs, ses parents. Et puis un peu la recherche du bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux? Est-ce que des fois on court pas après des mirages? Un peu ce type de thématique. Voilà. Donc Ok. c'est en cours de premier jet, donc j'avance pas aussi vite que je voudrais parce que bah, la publication d'un roman, ça prend beaucoup de temps, même
même une fois qu'on a signé le contrat, il y a toute la correction éditoriale, s'investir pour la com, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, il était un peu en pause, mais j'espère que là, à l'été, ça va être plus calme et je vais pouvoir m'y remettre. Il faut que je donne un bon coup de fouet et pour terminer le premier jet, quoi. Déjà, ce sera Ouais. une bonne première étape. Ouais, ça c'est l'éternelle frustration malheureusement où voilà, Ouais, il y a l'écriture mais il y a la correction ici, il y a ça et ça et c'est difficile parfois de dire ah faut que je mette ça en pause parce qu'il faut que je revienne sur l'ancien bébé que je pensais avoir refourgué mais non, il faut que je m'en occupe encore un petit peu jusqu'à la publication. exactement. Donc je te comprends parfaitement. Et pour ton prochain roman, est-ce que tu veux toujours continuer en maison d'édition ou est-ce que tu te dis un petit peu pourquoi pas l'auto-édition? Est-ce que c'est une question que tu te poses? Alors pour l'instant, j'aimerais vraiment rester en maison d'édition Mhm. parce que malheureusement, je manque de temps. Enfin, j'ai vraiment Ouais. conscience de l'investissement que ça demande d'être en auto-édition. C'est beaucoup de travail et notamment, en fait, je suis pas ultra à l'aise avec les dimensions marketing. Mhm. C'est quelque chose sur lequel je dois progresser. Et en fait, il faut quand même être vraiment propriétaire de ça et mettre beaucoup d'énergie. Et je sais que j'aurais pas le temps de suffisamment m'y investir pour que ce soit, enfin, voilà, pour arriver à toucher le lectorat, etc. Enfin, ça me paraît, franchement, moi, j'ai énormément de respect pour les auteurs qui sont en auto-édition parce que j'ai conscience de la masse de travail que ça représente et vraiment, je le sens pas. Enfin, Non, pour mais l'instant, j'ai pas la bande passante je comprends, ouais. pour m'y investir. Donc voilà, pour l'instant, j'ai envie de rester en maison d'édition. Donc Mhm. on verra ce qui se présentera. Et puis bah, on verra. Peut-être, hein, on peut jamais dire jamais. Hein, peut-être qu'un jour ça me Oui, non. prendra. Oui. Non, non, c'est parce que c'est vrai que, voilà, de par ton métier, comme tu me parlais par rapport à tes personnages et tout, on voit quand même que bah, t'es organisé, tu vois, tu parles du premier jet, enfin, t'as vraiment ce côté un peu professionnalisation où tu veux aller au bout et vraiment porter tes bouquins. Et donc, c'est vrai que parfois on passe par ce côté, ah bah peut-être l'auto-édition, j'aimerais bien essayer, Mhm. mais c'est vrai que Ouais. c'est très très chronophage et on le réalise Mhm. pas toujours. Et Exactement. c'est Ouais. chronophage aussi en maison d'édition, mais on va dire que c'est un peu plus partagé au niveau de... Parce qu'on est Oui, accompagné oui. par une Ah équipe oui, oui, éditoriale, ça donc fait quand c'est même une eux grosse qui vont nous différence. donner Hein. des délais. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui dit, bon bah voilà, moi je t'ai fait les premières corrections, il faut que tu les approuves pour, je sais pas, le 30 juin, alors que si t'es tout seul, même si tu vas déléguer certaines choses, bah tu dois tout chapeauter et voilà, il y a le côté autodiscipline et le côté... Enfin, c'est une autre pression, c'est différent. Mhm. Ouais, clairement, c'est pas pareil. Donc pour l'instant, j'apprécie cet accompagnement. Et comme l'enjeu financier n'est pas un Oui, enjeu très important pour moi, bien sûr. pour l'instant, ben, voilà, j'ai pas forcément besoin Mhm. de ce bénéfice-là. Enfin, c'est pas quelque chose qui va me motiver pour passer en auto-édition, on va dire. Oui, oui, Donc ce oui, serait non. vraiment pour être propriétaire de tous les choix, du marketing, etc. Enfin, il y a beaucoup de liberté offerte par l'auto-édition. Mais pour l'instant, voilà, finalement, je trouve mon compte auprès des éditeurs. Je comprends parfaitement. Bah écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un petit message à passer? L'antenne est à toi, tu peux dire tout ce que tu veux. Ben, je voulais vraiment te remercier, Maëva. Ça a été un grand plaisir de tourner cet épisode. J'adore l'exercice. Et c'était mon tout premier podcast. Donc, en plus, Oui, on vit des nouveautés. C'est chouette. le baptême du Donc, feu. vraiment un immense merci d'avoir répondu à mon message et de m'avoir accueilli ici. Ça m'a fait très, très plaisir. Bah avec grand plaisir, merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci encore à Mélanie pour cette entrevue, j'espère que cet épisode vous aura accompagné dans cette satanée vague de chaleur. Vous retrouverez toutes les actualités et les livres de Mélanie en description. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de prédilection. Ça aide énormément le podcast à continuer. En attendant, restez connectés. Et non, je vous dis pas au mois prochain, pas cette fois-ci. Il se peut que j'arrive dans quelques jours avec une nouvelle interview surprise avant de clôturer le mois de juillet. Donc je vous dis à très vite. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maëva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.